Bienvenue à toutes et à tous. Le forum de la rédaction s'achemine-t-on vers une obligation vaccinale sur le continent, en tout cas dans certains pays. Oui, c'est exigé dans certaines administrations, même au Bénin ici. Alors, que dire donc de ces vaccins, surtout l'obligation vaccinale? Le sujet fait rage sur les réseaux sociaux. À l'heure où nous parlons, il a été même exigé donc la vaccination donc à certains aux partenaires sociaux lors de la reprise du dialogue politique ce vendredi à l'Infosec à Cotonou. Et puis la virulente réaction, la vive réaction de certains secrétaires généraux de centrales et confédérations syndicales qui s'y ont opposés. Bien entendu, on parlera donc de l'obligation vaccinale, mais également de cette reprise du dialogue social à la veille de la rentrée de classe prévue pour donc le 20 septembre, donc dans quelques la situation en Guinée nous intéresse également, le coup d'État du dimanche dernier, puis les derniers développements de l'actualité. La Guinée sanctionnée par la CEDEAO, nous parlerons donc de la situation politique en Guinée. Voilà donc les sujets retenus pour le point ou pour ce plateau. On n'oubliera pas aussi de parler de l'opposition béninoise avec le cadre de concertation donc de l'opposition annoncé. Est-ce un projet utopique ou réaliste? En tout cas, Paul Rumpuy pourra-t-il, bien sûr, réussir d'installer, bien sûr, ce cadre pour donc, les prochaines élections? Pourra-t-on avoir la cohésion retrouvée au sein donc, de cette classe politique de l'opposition au Bénin? Nous allons en parler avec donc, mes deux confrères qui vont opiner sur donc, ces sujets de l'actualité politique au Bénin et sur le continent africain. Laurent Tony Ikes, bonjour. Connais Issa, bonjour et bonjour à tous nos amis qui nous suivent. Voilà. Bonjour Isiaka. Oui, bonjour Connais Issa. Chers téléspectateurs, bonjour à vous. Alors, la rentrée, c'est prévu pour donc, le 20, donc dans 10 jours exactement. Après rentrée pour donc, le 13. Et puis à la veille donc, de ces échéances, et surtout pour une rentrée apaisée, le gouvernement rencontre ce vendredi les partenaires sociaux, les syndicats, rencontre qui a d'ailleurs démarré à l'Infosec depuis 9 heures. Laurent Rolando Ikes, oui, ça s'annonce très bien en tout cas pour la reprise des cours, une reprise également du dialogue social, partenaires sociaux et membres du gouvernement en négociation. Oui, bien évidemment, c'est une bonne nouvelle que de savoir que ça annonce une bonne rentrée. C'est vrai que les enseignants, rappelons-le, n'ont plus la possibilité de faire de grève comme par le passé. Ils n'ont que 10 jours de grève au cours de l'année. Donc, quelque part, ce dialogue social, même si on sait que les partenaires, les enseignants n'ont plus la possibilité de faire grève, c'est que c'est déjà une bonne démarche pour le gouvernement de maintenir cette tendance qui existe depuis des années. Et déjà, on a vu il y a quelques jours que les primes de rentrée ont déjà été payées aux enseignants et donc ça annonce déjà aussi une bonne rentrée. On n'a pas vu les enseignants monter au créneau pour dénoncer le non-paiement de la prime de rentrée. On a vu un peu comment ça se passe et donc avec ce dialogue social aujourd'hui qui s'ouvre aujourd'hui avec les enseignants, je crois qu'avec les centrales syndicales, bien évidemment, c'est une bonne nouvelle et on ne peut que souhaiter que les négociations aboutissent pour le mieux, pour que les conditions des enseignants soient améliorées, parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis des années, les enseignants estiment que leurs conditions ne sont pas pour autant améliorées par rapport à d'autres agents de l'État. C'est déjà le moment de régler une fois pour toutes les questions liées aux conditions de travail des enseignants, mais au-delà du discours qu'on peut tenir dans les 4 minutes de l'Infosec, il faut travailler à ce que dans les écoles, nous puissions avoir des infrastructures scolaires de qualité. Les enfants, vous n'êtes pas sans savoir qu'au cours de l'année écoulée, les enfants, certains sont allés au cours toute l'année sans infrastructure pour autant de qualité, des appartements qui servent de salles de classe, des enseignants qui sont mal payés, des mêmes manques d'enseignants dans certaines écoles, au point où les enfants ont perdu toute une année, ont passé une année peut-être avec, surtout dans certains collèges, avec un professeur de moins ou 2 professeurs de moins. Dans les écoles primaires, on a dû faire la fusion entre le C, le CP, le C1, le C2, le CM et le CM2. Autant d'éléments qu'il faut corriger parce qu'il y a les étapes. Ce n'est pas pour rien que le système éducatif a été je dirais, en griffe, prévu de cette manière, CICP. Donc, autant mieux permettre aux enfants de suivre les étapes plutôt que de s'adonner à la fusion de ces classes parce qu'il n'y a que l'expérience qui doit toujours compter. Donc, je crois que c'est une bonne nouvelle. Mais je voudrais, pour finir, insister que au-delà des discussions que les centrales syndicales auront avec les représentants du gouvernement aujourd'hui,
il faut se pencher sur la situation des aspirants. Nous allons revenir tout à l'heure à vous par rapport à ça. Voilà. Alors, Issaka Kochoni, votre réaction rapidement par rapport donc, à la reprise donc, de ces négociations. Bon, je crois que c'est une bonne initiative parce qu'on a constaté dans ce pays à un moment donné qu'il y a assez de grèves. Le gouvernement a décidé désormais finir avec ces grèves. C'est la raison d'ailleurs, et c'est la raison pour laquelle ils n'ont que 10 jours de grève. Et à la veille de la rentrée, nous sommes à moins de 2 semaines de la rentrée, c'est normal que le gouvernement et les confédérations syndicales puissent se retrouver, discuter pour qu'on ne parle plus de grève au cours de la rentrée prochaine. Donc c'est une belle initiative, c'est bien un effort et c'est ça qu'on appelle aussi l'anticipation. Il vaut bien anticiper que d'attendre et au cours de l'année, on va commencer par réclamer, on va laisser des coûts, les gens vont rester à la maison. Je crois que tel que je viens de le dire, c'est une bonne initiative. Mais je vais évoluer un peu. Le tout n'est pas de se retrouver tel que mon aîné l'a dit, de se retrouver dans les 4 minutes de l'InfoSec. Il faut étudier réellement le problème de l'enseignement. Parce que, tel qu'il a dit, vous n'êtes pas sans savoir que l'année dernière, jusqu'au mois de janvier, il y a des collègues qui n'ont pas d'enseignants. Il y a des enseignants qui sont affectés à la rentrée de janvier. Est-ce que ça, c'est toujours le manque de personnel ou bien c'est la lenteur? Je peux dire que c'est une mauvaise politique. Je ne parle pas de mauvaise foi, parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'enseignants. On a les anciens passés concours d'aspirana ici. Il y a une base de données dont on peut aller prendre au niveau de cette base pour combler les vides. Mais ce n'était pas le cas. Je ne sais pas ce que le gouvernement attendait en ce moment-là pour ne pas pu puiser dans la base des données servir les collèges. Je crois qu'à travers cette négociation, la négociation de ce jour permettra au gouvernement de régler une fois pour tout le problème de l'ensemble des infrastructures. Vous allez encore dans des établissements où les enfants font le cours dans les paillotes. Je crois que c'est pas bien, c'est trop archaïque pour un Bénin, pour un gouvernement qui a toujours prôné l'excellence. Se révéler à prôner l'expérience. Je crois que c'est une bonne initiative. Le gouvernement doit bien discuter avec les centrales syndicales afin de sortir, afin qu'à la sortie, on puisse trouver un résultat fiable, un résultat dont les enseignants même seront fiers d'aller donner les cours. Il y a de l'évolution, l'amélioration des conditions. Mais je crois que les enseignants n'ont pas assez de difficultés à ce moment-là, parce que vous venez de le dire, ce qui préoccupe aussi à la veille de rentrée, c'est les primes de rentrée. Beaucoup ont déjà reçu les primes de rentrée, personne n'en parle. Oui, beaucoup ont reçu sans les aspirants qui n'ont pas reçu les primes. Alors, voilà. C'est une situation rattrapée. Et bien évidemment, il ne faudrait pas que les centrales syndicales aillent uniquement parler de ce qu'on doit leur payer. Il faut améliorer la grille salariale. Il faut qu'ils travaillent à demander au gouvernement finalement. Nous voulons avoir des salles de classe de qualité. Nous voulons avoir le matériel didactique. C'est vrai que le matériel à ce niveau, on ne les a pas entendus se prononcer, mais quand on voit un peu, on parcourt un peu les écoles, les collèges dans notre pays, on voit aller dans Calavi, juste à Ouedola, j'étais parti, fut un moment où je crois que certaines salles sont... ça n'encourage pas. Et pour un Bénin qui se révèle, un Bénin révélé, on ne peut pas continuer à voir de telles images. Maintenant, pour les aspirants, je le dis, c'est des Béninois comme nous, c'est des enseignants comme les autres, qu'ils sont agents permanents de l'État. Et donc, de ce point de vue, il faut les traiter comme tels. Parce que les mêmes résultats que les autres peuvent vous donner, c'est qu'ils sont capables de donner ces résultats. Sinon, que s'ils n'étaient pas aussi compétents, ils n'avaient pas le background, je ne pense pas qu'on les aurait recrutés. C'est parce que le gouvernement a fait un test avec eux, a vu qu'ils ont les aptitudes, donc ils ont le background nécessaire pour le faire, qu'on les a recrutés. Et pourquoi les traiter autrement que autrement qu'on traite les autres? Je pense fondamentalement qu'il faut voir dans quelle mesure... Vous voulez parler d'une certaine discrimination? Ce n'est pas une certaine discrimination. Pour moi, c'est pur et simple. Appelons chat. C'est une discrimination. Comment des enseignants qui sont, dit-on, aspirants, donnent des cours aux enfants comme ceux qu'on appelle les enseignants, agents permanents de l'État, et que les autres qui ont déjà même un contrat définitif avec l'État sont payés 12 mois sur 12, ont des primes, alors que ceux-là qui font les mêmes efforts que les autres sont payés non seulement 7 ou 8 mois sur 9 et en même temps n'ont pas les primes. Je crois que c'est une discrimination. Et il faut appeler les choses par leur nom. Et je crois que les syndicalistes doivent travailler. C'est vrai qu'il y en a parmi eux qui défendent ces aspirants. Il faut qu'ils durcissent le ton pour qu'on améliore les conditions. Parce que parmi ces aspirants, nous avons des frères, nous avons des frères, nous avons des parents. Et vous, quand vous les écoutez, vous
vous entendez leurs difficultés, vous avez pitié pour eux parce qu'on se dit, mais c'est comme s'il y a un Bénin pour les uns et un autre Bénin pour les autres, alors que c'est des Béninois comme nous autres. Donc je crois qu'ils méritent qu'on les traite bien. Alors, Issaka Kouchouni, finalement, est-ce qu'il ne faut pas repenser cette affaire d'Aspirana? Parce que là, on exploite cette jeunesse-là. Oui, je crois que c'est pas... Est-ce que vous exploitez la jeunesse de cette façon, les titulaires, les contractuels qui, en plus de leur contrat régulier avec l'État, bénéficient d'un certain nombre d'avantages et que les autres, pour le même travail qui est fait, soient traités de cette façon? Oui, je vous comprends, ce n'est pas repenser qui est le problème. Oui, ce n'est pas repenser qui est le problème. En ce sens que le chef de l'État, le ministre de l'enseignement secondaire, eux tous savent que ce qui se passe au niveau des enseignants est inédit, des AME, comme on les appelle. Ce n'est pas du tout bien. C'est une mauvaise politique ou une politique dont les gens n'avaient pas regardé, n'avaient pas bien étudié avant de se lancer dans cette affaire. Un doyen me disait que c'est une politique de 1988, au moment où il n'y avait pas de sous, ainsi de suite. Je crois que ceux-là, les armées, sont aussi des pères de famille. Ils ont des enfants qu'ils envoient à l'école. Les enfants ont besoin de faire des privés. Ils mangent, ils paient les loyers. Beaucoup parmi eux n'ont pas encore construit. Ils sont dans les loyers. Comment comprenez-vous qu'il y a une catégorie de personnes qui fait le même coût, même à des moments donnés, plus que ceux qui sont assez ou bien, et qu'à la fin du mois, on dit, bon voilà, on vous paie. Bon, d'abord c'est minime. Je ne sais pas ce qu'on peut faire à Cotonou avec 95 000 francs pour ceux qui ont la licence, pour ceux qui ont... Écoutez, pour ceux qui ont écouté, pour ceux qui ont la maîtrise, 110 000, quelque chose comme ça, ils pensent que c'est déjà insuffisant pour économiser pour les vacances. Je ne sais pas ce que peut recevoir, vous êtes en train de vouloir me contredire. Je ne sais pas, avec 95 000, si vous pouvez dépenser 95 000, payer les loyers et économiser pour les vacances. Lorsqu'on arrive au mois de juin, déjà, tout est coupé. On nous oublie. On oublie déjà les armées. Je pense que ce n'est pas bien. C'est une discrimination totale, c'est une injustice. C'est une injustice. Ce sont nos frères, nos mamans, nos grands-sœurs. Mais on les minimise de cette façon, ce n'est pas bien. Moi, je me disais, je ne veux pas anticiper sur les choses, je me disais au moins cette année, avec la politique que le gouvernement a menée, on pourrait dire aussi à ceux-là, à défaut de leur payer prime de rentrée, on pourrait trouver quelque chose pour eux. Mais jusque-là, beaucoup non. Rien. J'ai appelé un professeur hier qui me disait, non, on pensait qu'on allait nous associer. Mais jusque-là, rien. Je crois que ça fait pitié. Et il faut revoir cette politique, c'est ça que vous avez dit au début, il faut revoir cette politique d'aspirana. C'est quoi cette affaire-là où vous êtes payé sur 12 mois, sur 12, vous êtes payé sur 9 mois. Ça veut dire le mois qui suit, il ne mange plus. Il ne dépense rien. Je crois que ce n'est pas trop bien. Et les syndicalistes, c'est l'occasion de poser le problème ce matin, s'ils sont encore là. Ils vont nous suivre. Il faut qu'ils posent le problème au gouvernement, au ministre, pour dire que ferons-nous de ces enseignants-là. Encore, ils ne savent même pas sur quelle base ils sont en train d'aller. C'est quel genre de contrat? Ça va aboutir à quoi? On va faire le contrat pendant combien d'années? Je pense que c'est pitoyable. Maintenant, je vois mon aîné qui voulait me contredire. Je pense que c'est l'occasion de dire ce qu'il pense. Si lui-même, justement, Issaka Kouchouni, ce n'est pas pour vous contredire sur le montant. Moi, je dis une chose, au-delà de tout, à défaut de tout, c'est qu'il faut se contenter du minimum d'abord. À ce niveau, je suis d'accord avec vous. À Cotonou, 95 100 000 francs, c'est si vous devez vivre à Cotonou. Pour d'autres vous diront, dans les zones reculées, que ça les arrange. Mais attendez. Le premier combat pour moi qu'il faut faire concernant les aspirants, c'est d'abord le combat de primes, revoir le statut, et ne serait-ce que même ça, même leur payer les salaires 12 sur 12. Quand on aura fini de régler ça, on pourra faire le combat de l'augmentation. Parce que pour le moment, vous ne pouvez pas poursuivre 2 lièvres à la fois. Quand vous commencez par poursuivre 2 lièvres à la fois, vous risquez de tout perdre. Je crois, le premier point, voilà que nous avons... c'est de travailler à ce qu'il soit payé 12 sur 12 d'abord. Dans ce domaine de la pénurie accentuée d'enseignants, quand on sait que les aspirants représentent plus de 80% du personnel du système, pourquoi l'État n'opte pas carrément pour le recrutement que de passer par cette forme c'est une forme retardée de recrutement où on exploite des jeunes contraints de cette façon. Comprenez simplement pourquoi il y a un besoin réel, mais on ne va pas au recrutement et on ne passe pas. Donc comprenez simplement que ce mot parce qu'il est question de l'éducation. Le chef de l'État, dans sa vision, plaide pour l'éducation de qualité. Et les enseignants aspirants là donne la qualité qu'il faut. Le problème, c'est quoi? Vous savez, ne soyez pas surpris que je vous dise ce que je pense, moi, c'est pour dire que
cette situation arrange l'État. Un, vous savez, on l'a dit, ils ne sont pas payés 12 sur 12. Deux, Ils ont un salaire dérisoire. attendez, quand vous n'avez rien, vous n'avez pas du boulot, et quand vous nous accordez la chance et vous avez ça, vous n'avez pas envie de perdre. Parce qu'aujourd'hui, l'État fait face, si on est arrivé à limiter la grève dans notre pays, c'est parce qu'à un moment donné, on a vu que ces enseignants, ceux-là, avaient assez de pouvoir. Parce que, ils sont des agents permanents de l'État, donc on ne peut pas se débarrasser d'eux aussi facilement. Mais ceux qui sont aspirants, vous pensez que au-delà de quelques-uns qui prennent la parole, qui osent dire ce qu'ils pensent, est-ce que vous pensez qu'il y a de la grande partie est prête donc l'État, pour vous, choisit la politique qui l'arrange. Oui, mais c'est justement... Cette fois-ci, au détriment quand même c'est pas autre chose, non. Parce que les jeunes... Parce qu'on ne peut pas prôner la qualité. On a la chance de rencontrer certains aspirants parler. Mais je vous assure que si vous allez fouiller, la grande partie n'est pas prête à parler parce que le long moment passé dans le chômage, et avec la chance qu'ils ont eu avec ça, ils se contentent du peu et ils ne veulent pas s'affranchir. Non, mais il y en a qui parlent. Non, c'est ce que j'ai dit. Les quelques-uns qui parlent pour s'affranchir, la grande masse, quand ça va tourner, c'est que je suis pas et qu'ils vont lâcher leurs représentants. Donc, il faut faire attention. Ça arrange. Il faut dire la vérité. C'est une situation qui arrange le gouvernement. C'est une situation qui arrange le gouvernement. Il faut dire la vérité. Les aspirants aujourd'hui peur de parler. Oui. Parce que tu peux parler, vont enlever ton nom dans la base des données. Des données, c'est simple. Tu as composé, tu fais partie de ceux qui devaient être dans la base. Ton nom est sorti. Je connais quand il ne veut pas dévoiler ça ici, mais il est là, a écrit des chroniques, attaquer les gens des autres. Un jour, il m'a dit, bon, lui n'a pas retrouvé son nom. C'est pas bon de le dire comme ça. Non, on a même un confrère. Je pense que... Bon, mais on ne va pas dire que c'est parce qu'il fait les chroniques, c'est parce qu'il dénonce. Non, on n'a pas dit ça. Mais les aspirants n'ont pas aujourd'hui le droit de pouvoir parler comme cela se doit. Comme les aspirants parlent, nous ne voulons pas, il faut augmenter les primes. Un enseignant qui va essayer sur ce terrain-là. Je suis sur le plateau à Eden qui... À la sortie, je pense que sur sa moto, dans sa voiture, il ne sera pas à l'aise. Et ils sont en train de réfléchir. Ils ne sont quand même pas intimidés, rien ne les intimide ici à Car. D'où cette politique d'aspirant-là, aspirant. C'était des préinsérés. Des gens qui ont déjà fait 12 ans d'enseignement. On est arrivé au niveau du préinséré, aspirant, qui aspirent. Des gens qui ont déjà fait 12 ans de fonction. Il y a des gens de 2008 qui sont aspirants là, qui ont commencé au même moment que les autres qui sont assez ou bien. Je ne suis pas jaloux d'eux, mais il faut qu'on voit cette politique gouvernementale pour au moins revoir et aider ceux-là. Voilà ce que moi je pense de cette affaire. Donc on souhaite quand même que le sujet soit donc bien sûr que ça soit au cœur des échanges entre syndicats et puis gouvernement. Alors, on poursuit, ça nous sert de transition d'ailleurs, puisque à cette rencontre, il a mérité exiger à ses représentants, partenaires sociaux, la vaccination. Laurent Tony Kessler. Oui, le sujet revient sur l'obligation vaccinale. Le sujet revient sur tapis, fameuse question de vaccination, de passe sanitaire. Je crois que quand on regarde un peu la situation qui prévaut aujourd'hui face à cette situation, face à cette maladie, je crois que le gouvernement est dans sa logique d'amener tout le monde à se faire vacciner, et d'avoir, en tout cas, puisque c'est le gouvernement qui s'occupe de la santé publique, et donc le gouvernement estime que ce n'est pas la vaccination que le peuple sera à l'abri de la contamination ou des dégâts de la COVID-19. Maintenant, quand on en vient à exiger le pass sanitaire, coûte que coûte, je pense qu'on ne peut pas aller à cet extrême. On peut revoir les choses et se poser la question de savoir pour dire, mais écoutez, pour lutter contre la COVID-19, on nous a parlé de gestes barrières. La distanciation sociale, d'ailleurs, on respecte ça ici déjà. Il faut porter son masque, il faut se laver les mains régulièrement, avoir son gel hydroalcoolique. Si par exemple je dois participer à une réunion et que j'ai mon gel, j'ai mon masque et que je viens, je me lave les mains avec de l'eau de savon, notamment si le dispositif de lavage des mains est bien en place, ou bien que j'ai mon gel hydroalcoolique, à quoi bon m'imposer le pass sanitaire? Je crois que c'est là qu'on se pose la question. Quelle est la pertinence d'imposer le pass sanitaire, sachant qu'on peut demander aux gens de respecter rigoureusement. Encore qu'aujourd'hui, on dit que la vaccination permet simplement de s'exposer au... Voilà, donc encore que la vaccination n'est pas quelque chose que vous prenez et que vous n'aurez jamais la COVID-19. Bien évidemment, bien au contraire, ça n'empêche pas la contamination. La seule chose, ça vous protège contre les formes graves. Et donc, si le citoyen, le fonctionnaire peut
que respecter les gestes barrières, mettre son masque et respecter la distanciation sociale, se laver les mains ou utiliser son gel hydroalcoolique. Il y a les gels disponibles sur les lieux de rencontres, de séminaires, d'ateliers, je crois qu'on n'a pas imposé un pass sanitaire. À mon avis, je crois. Et je me demande quelles sont les motivations, qu'est-ce que ça sous-tend. Et cette manière de faire suscite assez de polémiques. Et cette manière de faire suscite assez d'interrogations. Pourquoi le gouvernement nous impose ça? C'est ça qui fait que beaucoup de personnes commencent à réfléchir au point où les langues se délient et tout le monde parle, n'importe quoi se dit. Donc, évitons cela, je crois, fondamentalement. Les ministres, dans leur ministère, peuvent exiger des pass sanitaires. Le ministre doit montrer, par exemple, une activité où, par exemple, les journalistes doivent venir, on va exiger un pass sanitaire aux journalistes. Je crois que pour moi, quelle est l'opportunité d'une telle décision? Si le journaliste vient avec son micro, il ne vous demande pas de toucher son micro, il met son micro en place. Vous parlez dans le micro, lui, il ne pas avec son micro. D'ailleurs même, le micro dans lequel vous parlez là ne prend pas de vaccin, Donc, s'il respecte les gestes barrières, autant mieux le laisser faire son travail. Donc, exiger aux travailleurs, je crois que c'est les gens qui sont... Je ne suis pas agent permanent de l'État, je ne suis pas dans le ministère. C'est vrai que le jour, peut-être, on l'imposera dans mon service, je verrai quoi faire. Mais si je me suis déjà vacciné, et c'est pourquoi je demande aux citoyens, pour éviter qu'on leur impose la vaccination, qu'ils prennent leur distribution pour aller prendre de leur créer le vaccin. Parce que, tout le monde est stressé par rapport à la maladie à cause des ravages qu'on entend tous les jours, les morts qu'on entend tous les jours. Tout le monde a peur du vaccin parce qu'il y a tellement de débats sur le vaccin. Ça fait 2 stress que vous gérez. Et en même temps, le jour où on va vous imposer le vaccin, un autre stress s'ajoute à ces 2 stress-là. Et donc, ça peut vous amener à succomber. Autant, en fait, toute maladie dans le monde, ce n'est pas que la maladie qui tue. Il y a le stress lié à cette maladie qui peut vous tuer aussi, fondamentalement. Donc, les citoyens qui estiment qu'ils peuvent faire le vaccin, allez faire le vaccin. Des gens ont fait le vaccin et n'ont pas de problème. C'est vrai que d'autres ont pris le vaccin et ont eu des problèmes. On ne va pas polémiquer là-dessus. Vous prenez un paracétamol, aujourd'hui, vous pouvez prendre pour un mot de tête, vous allez bien vous porter. Demain, vous pouvez avoir le même mal de tête et prendre un paracétamol, ça va se dégénérer. Des gens ont pris paracétamol pour avoir insuffisance rénale. Ils se sont retrouvés en dialyse. Parce que le paracétamol, au moins, c'est connu. Non, c'est une manière de parler. Non, aujourd'hui, ce qu'on dit par rapport au vaccin, ce n'est que les effets secondaires. C'est ce qu'on peut déduire. Parce que si 1 million si par exemple sur 4 millions de vaccinations, on a à peine une vingtaine, une trentaine de personnes qui ont eu le symptôme de Thomas Guillain, en parlant de Johnson & Johnson aux États-Unis, ceux qui ont eu le vaccin, Johnson & Johnson, ceux-là ont eu le syndrome de Thomas Guillain, à peine environ 100, pas autour de 100 qui ont eu le syndrome de Thomas Guillain, d'autres qui ont pris AstraZeneca, qui ont eu une embolie pulmonaire, pas autant. Ce n'est pas tous ceux qui ont pris le vaccin. Donc, on peut estimer que c'est les effets secondaires pour certains individus. Et c'est pour ça qu'on dit, citoyens, allez vous vacciner de votre gré plutôt que d'attendre qu'on vous l'impose. Parce que quand on va vous l'imposer, vous ne savez pas comment ça va se passer. Le stress, ne serait-ce que le stress lié à ce vaccin pourrait vous tuer. Alors, ici à Kakoussouni, pourquoi est-on obligé d'imposer? L'État est le garant de la santé des Béninois. Et l'État est celui qui oriente sa politique de santé. On doit savoir ça. Si aujourd'hui le gouvernement décide à ce que tout le monde se vaccine, je crois, on devra accepter. Et on ne devait même pas nous forcer à aller se faire vacciner. L'État, il y a l'habitude de dire ça, l'État ne peut jamais nous envoyer quelque chose qui ne marche pas. Je ne défends pas le gouvernement. L'État ne peut jamais dire, c'est que ceci là, ça ne peut pas aller avec ma population et dire, j'irai, il faut que je les envoie, il faut que je les force à aller se faire vacciner. Je crois qu'on doit dépasser l'étape là désormais. C'est la politique du gouvernement qui dit, tout le monde doit être vacciné. Vous voulez aller à une rencontre, et c'était même dit avant la rencontre de ce matin-là, que lorsque vous voulez vous rendre à des réunions, vous devez vous faire vacciner. Ce qui est décidé par le gouvernement par rapport à la rencontre des confédérations syndicales, c'était une répétition encore. Alors là, normalement, si on suivait rigoureusement ce que le pouvoir disait, il ne devait même pas avoir assez de personnes qui ne sont pas encore vaccinées. Parce qu'il y a eu des journées pédagogiques au niveau des enseignants d'abord, qui devaient profiter, parce qu'avant d'aller à un endroit, il y a beaucoup de populations. Les enseignants devaient se faire vacciner lors de ces journées pédagogiques-là. Et c'est ça, mon aîné vient de dire. Lorsqu'on vous force à aller vous faire vacciner, ça vous touche déjà psychologiquement.
allez de votre gré, dire c'est pour ma santé, il faut que j'aille me faire vacciner, que de nous forcer à dire vous devez aller obligatoirement. Ce qui se passe au Bénin, ce n'est pas, au Bénin seul, ce n'est pas anodin, c'est partout. Ce matin, j'ai appris que le gouvernement, pour ne pas dire Joe Biden, a imposé à ce que les fonctionnaires fédéraux puissent se faire vacciner. C'est partout. Mais ce n'est pas pourquoi nous disons nous ne voulons pas se faire vacciner ici, on est réticents. La réticence, c'est partout. En France, il y a toujours les effets secondaires de ces vaccins-là. En Amérique, il y en a. Voilà ceux qui fabriquent, il y en a chez eux. Pourquoi nous allons focaliser pour dire, bon, comme il y a des effets secondaires, nous n'allons pas nous fabriquer, nous n'allons pas nous vacciner. Un docteur me disait hier, il dit non. Ceux qui refusent de se vacciner, là, ils se tuent. Allez vous faire vacciner, dites à vous-même que moi, mon organisme, là, je n'aurai rien. Parce que c'est un problème psychologique aussi. D'où le gouvernement, d'une part, a raison de dire à la population ou bien aux confédérations d'aller à la réunion là, mais de se faire vacciner d'abord. L'autre côté aussi, on ne devait pas, ça il faut être honnête, on ne devait pas imposer cela à quiconque. Je l'ai lu et il y a des lois dans ce pays qui le disent qu'on ne doit pas forcer quelqu'un à se faire vacciner. Lorsque vous êtes malade, même les sons Covid-19, vous êtes malade et vous allez à l'hôpital, vous avez la liberté de dire, lorsqu'on veut vous inoculer ce médicament-là, vous avez la liberté de dire, moi là, je ne veux pas. Je ne sais pas aussi pourquoi le gouvernement tient à ce que tout le monde doit se faire vacciner. Il y a des mesures simples qu'on pouvait nous empêcher de faire. Les Togois, hier, les Togois décident à ce que les églises, les mosquées soient fermées. Le gouvernement togolais a décidé à ce que les bars soient fermés. Je ne sais pas pourquoi. Ici, on ne pense même pas à ça là, et on pense uniquement au vaccin. C'est tout ça qui amène la population à dire, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose caché derrière ce vaccin là? On continue de s'embrasser, on va, les endroits, les choses sont ouvertes, mais on nous dit d'aller se faire vacciner seulement. Je crois que ce n'est pas bien qu'on laisse chacun aussi choisir aller se faire vacciner ou pas. Parce que je reviendrai au niveau des enseignants. Tous les enseignants, il faut qu'ils sachent en même temps que tous les enseignants vont se faire vacciner. Il y a la paix des zones bientôt. On peut dire avant d'aller à la paix des zones, il faut se faire vacciner d'abord. D'où votre question de la semaine dernière revient encore sur tapis en disant quoi? Est-ce que nous n'allons pas vers la généralisation de la vaccination? C'est là nous sommes déjà. À voir tout ce qui se passe déjà là. On sait déjà que tout le monde doit se faire vacciner. Vous ne pouvez même pas y échapper. Voilà ce que moi je pense. Alors, c'est un cas complexe, Laurent Toniquet. Oui, c'est un cas assez complexe. C'est un cas assez complexe. Je crois que Isaka fait bien de soulever, surtout la loi numéro 2020-37 du 3 février 2021 relative à la santé, la protection de la santé des citoyens au Bénin. Je crois que je voudrais rapidement lire quelques articles là qui disent clairement que le citoyen est libre d'accepter un traitement ou pas. Donc on n'a pas à imposer cela à un citoyen. De toute façon, il y a une loi aujourd'hui qui encadre le système sanitaire au Bénin. Et donc, dans cette loi votée par les députés de l'Assemblée nationale, que le gouvernement même a promulguée, je crois qu'on ne doit pas... on dit, voilà, le chapitre 2, l'article 7, tout patient a le droit d'accepter ou de refuser un acte médical ou l'application d'un traitement médical. D'accord ? En cas de soupçon de faute, non, ça, on ne va pas s'enterrer, mais toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. La personne malade au respect de sa vie privée. Bon, pêle-mêle, quoi. Mais l'article 7 qui dit tout patient a le droit d'accepter ou de refuser un acte médical ou l'application d'un traitement médical. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est une loi votée par les députés à l'Assemblée nationale, c'est une loi promulguée par le gouvernement. Alors, ça veut dire que pour exiger l'obligation vaccinale, il faut forcément des réformes au niveau, il faut retoucher aux lois. Il faut toucher aux lois parce que ailleurs pour imposer, ailleurs pour généraliser la vaccination, les gens ont dû repartir au niveau de leur parlement, avoir l'autorisation de leur parlement. Et vous avez suivi le débat. Certains parlements se sont opposés à cela. Et quand même qu'il évoque le cas des États-Unis pour dire que les fonctionnaires fédéraux doivent se faire vacciner, on a vu l'armée américaine, ils n'ont pas eu de gêne à dire à Joe Biden que ce n'est pas possible, qu'on généralise, que leurs militaires, les forces armées ne pourront pas généraliser la vaccination. Donc, je crois que nous sommes dans une situation où vous pouvez demander aux citoyens, s'ils ne se font pas vacciner, ils ne peuvent pas avoir accès à certaines de vos structures. Mais on ne peut pas imposer la vaccination parce que chaque citoyen, libre qu'il soit, choisit ce qui est bon pour lui. Si tu ne le fais pas, c'est vrai que dans une certaine mesure, comme il a dit et comme je l'ai dit, l'État est le garant de la santé publique. Donc,
dans une certaine mesure, l'État ne peut pas nous conseiller ce qui est mauvais. Si l'État nous dit d'aller, les circonstances sont un peu plus... si l'État nous dit d'aller nous faire vacciner, spécial. ça veut dire que l'État a l'assurance que ce vaccin n'est pas mauvais. Voilà. Ça, il faut être clair là-dessus. Mais dans une certaine mesure, les citoyens, on ne peut pas leur imposer la vaccination. Et donc, arriver à imposer le pass sanitaire à tout bout de champ, je crois que ce n'est pas une bonne formule. Une fois que la personne respecte les gestes barrières, pas port de masque, distanciation sociale oblige, lavage des mains, systématique des mains à l'eau et savon ou bien avec le gel hydroalcoolique, je crois qu'on peut avoir des situations atténuantes pour ces citoyens plutôt que de leur imposer. Sachant même que certains parmi eux, peut-être qu'en prenant le vaccin, ça peut créer d'autres complications pour eux. Ce n'est pas totalement exclu d'avoir des complications, mais on ne peut pas encourager la non-vaccination. On évite les citoyens à aller se faire vacciner plutôt que d'attendre qu'on leur impose. C'est une décision volontaire, que ce soit une décision volontaire. Et je crois que quand c'est une décision volontaire, on n'a pas peur. Mais quand on vous l'impose, c'est comme si on vous cache des choses. Voilà, c'est ça, je disais tout à l'heure, lorsqu'on vous l'impose, c'est comme on vous cache quelque chose que vous ne savez pas. D'où on devait laisser la population choisir à aller se faire vacciner. Je pense que beaucoup ont compris que le mal existe à travers l'actualité, même des messages au niveau des réseaux sociaux en langue nationale et consorts que le gouvernement même a fait. Je pense que la population est désormais sensibilisée et elle sait que le mal existe. Pour moi, je continue de le dire, on ne devrait pas, voilà que ça se fait actuellement, on ne devrait pas imposer la vaccination à la population. On devait laisser la population faire son choix. On devait laisser chacun faire son choix que d'imposer. Vous avez suivi l'intervention de Noël Chadari hier et de Mampo Kassa qui était catégoriquement contre. Si on allait avec douceur, parce que vous ne voulez pas donner quelque chose à quelqu'un qui ne veut pas et aller avec violence. Le fait d'imposer, le fait de dire obligatoire, là, c'est comme on impose encore avec la violence. Aller toujours avec la douceur, la sensibilisation. Je pense que tout le monde sera informé, tout le monde sera conscient d'aller se faire vacciner. On en parlait syndicats, on en parlait négociations, on en parlait santé, obligation vaccinale, mais on parle maintenant politique. Laurent Todiké, si c'est quelque chose, oui, par rapport donc au cadre de concertation de l'opposition. Donc c'est un projet qui est en gestation. Paul Rompé pourra-t-il réussir ce pari, Laurent Todiké, d'abord vu le comportement des sénateurs de l'opposition depuis plusieurs années, sous ce régime, bien sûr. Alors, les opposants, surtout je veux parler des opposants du aujourd'hui pour dire que qu'ils ne veuillent pas, aujourd'hui au Bénin, le chef de file de l'opposition, c'est Paul Rompé. Qu'on ne le veuille pas, c'est lui. Et si vous devez pouvoir vous organiser pour vous faire entendre par Patrice Talon et faire des choses pour peut-être empêcher que Patrice Talon place son dauphin en 2026, c'est plus que jamais le moment pour vous de dépasser vos égos et de vous associer à Paul Rompé. Paul Rompé, qu'on ne le veuille pas. La preuve, il a rencontré les présidents des institutions, il a discuté. Il est allé au conseil électoral. Il a rappelé à Saka Lafia et à son équipe les obligations qui sont les leurs, notamment une élection inclusive, transparente et libre. Et sachant que Saka Lafia a été celui qui lui a causé énormément de problèmes au niveau du ministère de l'Intérieur et qui se retrouve aujourd'hui du côté de la Sénat. Alors, et ce Paul Rompé a reçu l'ambassadrice des Pays-Bas au Bénin. Donc cela suppose que quoi? Il y a une certaine reconnaissance de Paul Rompé par les partenaires étrangers. Et une fois que c'est comme ça, vous qui n'avez pas de pouvoir, parce qu'aujourd'hui, l'opposition béninoise est fragilisée, je dirais fragmentée, ils n'ont plus de pouvoir pour autant. Le seul qui semble avoir du pouvoir reste et demeure, à l'heure où nous parlons, Paul Rompé, qui est chef de file et qui a encore la possibilité de dire un certain nombre de choses. C'est vrai qu'on a reproché tout à Paul Rompé par le passé, mais on l'a vu pendant la campagne. Il y a des choses, des débats sur lesquels Paul Rompé est arrivé, où on s'étonnait de ce qu'il en parle comme ça. Et donc, je crois, ce cas de concertation qu'ils entendent mettre en place, les autres acteurs de l'opposition feraient mieux de se joindre à Paul Rompé et de lui peut-être faire part de leurs exigences en termes pour la mise en place de ce cas de concertation, et puis qu'ensemble qu'ils définissent les idéaux autour desquels ils vont fonder leur combat,
et en venir au gouvernement Patrice Talon. Est-ce que Paul Rompé peut réussir cette mission? Quand on sait un peu comment Paul Rompé peut remplir est-ce que régler le problème de l'opposition béninoise aujourd'hui passe seulement par Paul Rompé ou ça nécessite carrément un dialogue politique national? Ça, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est que Paul Rompé montre le chemin, tend la main et que les autres acceptent la main tendue de Paul Rompé et qu'ensemble, ils s'entendent sur des points unanimes pour défendre le combat. La deuxième chose, je suis d'accord que le premier responsable qui doit prendre les taureaux par les cornes et permettre à ce que nous puissions avoir une accalmie dans cette affaire de crise politique, c'est Patrice Talon. Il faut avoir le courage de le dire. Patrice Talon doit pouvoir travailler à réconcilier les Béninois parce qu'il y a un clivage qu'on observe aujourd'hui au sein de la classe politique béninoise. Et donc, la seule personne qui a ce pouvoir de ramener la balle à terre, de voir dans une certaine mesure passer le chiffon sur la faute de certains acteurs politiques, les ramener autour d'une table discutée, c'est Patrice Talon. Mais au-delà de tout, si Paul Rompé est déjà dans sa démarche à la volonté et que les autres opposants n'ont pas la volonté de saisir sa main tendue, ça restera plombé, cette volonté. Donc, il y a deux possibilités. Les deux possibilités, c'est Paul Rompé, non seulement Paul Rompé, de son côté ou les acteurs politiques de l'opposition, qui accepteront aller vers Paul Rompé, et de l'autre côté, c'est Patrice Talon qui montrera le chemin par un dialogue politique sincère, pas comme ce qu'on a vu par le passé. Et je pense que ce que Paul Rompé devait faire aujourd'hui, c'est de chercher à faire l'unanimité. Et d'oublier peut-être, je vais prononcer le mot, ça peut faire mal, d'oublier lui-même son égoïsme. Il n'a qu'à oublier ça. Et d'aller vers même l'opposition. Au lieu de se rendre compte, c'est ce que vous êtes en train de dire, au lieu que l'opposition vienne vers lui là, il faut que lui-même il aille. Parce qu'il ne fait pas l'unanimité. Ça, vous ne pouvez pas me le dire. Vous ne pouvez pas me contredire. Nous sommes au temps des campagnes, tout ce qui se passait, tout ce qui se dit. Vous connaissez bien le dossier, comment Paul Rompé en est arrivé là. Qui sont aujourd'hui les chefs de l'opposition? Je ne sais pas comment il est arrivé là. J'ai vu ce qui s'est passé par la suite. Je n'étais pas dans les police. Écoutez. Mais pas une certaine Margie Paul Rompé qui était quand même 6e ou 5e secrétaire. Voilà. Qui est devenu le secrétaire exécutif. Et puis après, bon, le parti... N'oubliez pas comme ce qu'on au dialogue politique, alors que la FCB... Ce qu'il doit faire aujourd'hui, là, c'est de faire l'unanimité au sein de lui-même. Il s'entend au sein de... Ça dit faire l'unanimité autour de l'opposition d'abord. En ce moment, il peut engager... L'opposition n'est pas réduite seulement au FCB, oui, il y a d'autres partis. Oui, il y a les LD aussi qui sont là. Jusqu'à présent, on ne voit pas ses actions auprès du FCB. N'oubliez pas que quand il avait été nommé, son premier discours, il a fléché les LD et l'opposition. Vous ne pouvez pas être le chef de file de l'opposition et flécher encore votre camp. Tout ça amène les gens à dire est-ce qu'il est effectivement opposant ou mouvancier? Et beaucoup se méfient. Ce que l'opposition aujourd'hui a lui dit, il ne peut pas lui dire directement, vu ce qui s'était passé. Mais c'est l'occasion aussi de dire au LD que, comme mon aîné vient de le dire, de saisir l'opportunité. Lorsque quelqu'un vous dépasse, il vous dépasse. Il n'y a pas, il me dépasse un peu seulement. Non. Les LD, je ne parle pas des FCB ou bien les FD, quoi là. Je ne parle pas de ça. Oui, les LD aujourd'hui doivent saisir l'opportunité d'aller s'entendre avec Paul Rompé. C'est ce que il ne veuille pas, c'est lui le chef de file aujourd'hui. Oui, c'est ce que ce parti-là a fait. Et ils sont là. Au même moment, l'autre travail. La mouvance centrale de travail maintenant, organiser des tournois départementaux, tout ça. Mais ils sont là, à moins de 3 mois des élections législatives maintenant, ils vont commencer par sortir pour dire non, nous décrions ici. Allez décrier ce que vous ne voulez pas là, à Paul Rompé en même temps. Parce que c'est lui qui est le chef. Il est chef. Lorsque quelqu'un est chef, il est chef de tout le monde. Et c'est l'occasion de dire aussi au chef de l'État, c'est lui le père de la nation, qu'il puisse appeler les filles du pays pour le développement, pour qu'on puisse pencher, pour que tous puissent pencher au développement du pays, que chacun que ce soit l'opposition, que ce soit la mouvance, qu'on laisse l'égoïsme ou bien c'est nous qui sommes ceci, nous ne pouvons pas aller, qu'on laisse tout ça et penser au développement du Bénin et penser au développement de la jeunesse. Parce que les querelles les querelles politiques là, ça n'arrange personne. Et les perdants, ce sont les jeunes. Parce que vous savez comment... mais ce cadre aujourd'hui annoncé, est-ce que vous voyez ce projet réussir? Ce projet peut réussir à une seule condition. Oui. Même si Patrice Talon n'engageait pas un dialogue politique, ce projet réussira à une seule condition. Paul Rompé montre le chemin. Au-delà de ce que les acteurs politiques pouvaient lui reprocher hier, en 2019 et en 2020, ils ont l'obligation de dépasser leur ego et d'accepter sa main détendue et d'aller vers lui. Parce que s'ils ne le font pas, Paul Rompé, malgré tout ce qu'on lui a dit
en 2019 et en 2020, on a dit de lui, Paul Rompé a réussi à aller aux élections communales et son parti a eu 6 maires sur les 111. Ce n'est pas rien. Non, mais Attendez. FCB n'était pas rien du tout avant. Oui, non, justement, écoutez. C'était comme une grande alliance politique. Dans ce pays, on a vu... Vous n'avez pas nous dit que Paul Rompé a eu quand même d'autres stratégies, forcément. L'FCB était quand même une véritable force politique avant la réforme des sympathisants. Pour le dire comme ça, allez questionner l'histoire. Tous les partis politiques qui ont été créés au cours des régimes successifs, après que ces chefs d'État partent, ces partis... Vous êtes en train de dire que les UP, les BR aussi, ça, ne sont pas des partis d'avenir. On peut prendre date. Si Patrice n'arrive pas à mettre un dauphin, ne soyez pas surpris qu'à partir de 2026, que UP, BR et BR s'éclatent. On a vu. On n'aurait pas réussi le système partisan parce que c'était pas ça. Vous parlez de quoi? Quel système partisan? Vous n'avez pas vu ce que les acteurs politiques font? On démissionne de l'autre camp, on va dans l'autre camp. Vous pensez que ça, c'est... Ça veut dire que vous êtes en train de dire officiellement que le système partisan a échoué. Vous pensez que c'est un Vous voulez dire que c'est les réformes du président Patrice Talon ont échoué, voilà. C'est vous qui posez la question. Ce qui est sûr, ce que je veux dire, c'est quoi? On a vu UBF Mathieu Kékou tout puissant avec Amos Bruno. Quand Boni Yaye est arrivé, UBF était où? Disparu. Il est retourné voir son ancien parti PSD. Vous vous imaginez? Et donc, quand Boni Yaye est venu avec FCB tout puissant, on comprenait qu'après son départ, on va assister à ce qu'on a assisté. La preuve, difficilement, c'est vrai qu'on dira que les FCB ont volé un éclat parce qu'à un moment donné, on peut faire des concessions. Mais aujourd'hui, j'insiste là-dessus, les acteurs politiques de l'opposition doivent vous dépasser leur ego, s'entendre autour d'un idéal et faire l'unanimité au sein d'eux, en leur propre sein. Définir de véritables stratégies. De véritables stratégies. Parce que Patrice Talon a commencé par préparer 2023 depuis. Il faut dire 2026. Hein? Non, oui, 2026 là, 2026 semble même être réglé pour eux, mais 2023 est déjà préparé. Est déjà en préparation. Parce que, exemple pour exemple, en 2023, Patrice Talon prépare déjà le terrain. Exemple pour exemple, André Biao Okunlola a été nommé ambassadeur en Russie. Ça pourrait sembler comme un hasard pour vous, mais pour moi, ce n'est pas un hasard. Quand je fais une analyse politique, ce n'est pas un hasard. Parce qu'on sait que toutes les crises qu'il y a eu dans la région Tchabé depuis 2019, quand vous allez écouter les fils et filles de Tchabé, certains parmi eux vous disent clairement qu'ils ne veulent plus d'André Okunlola Biao sur le terrain. Et la preuve, on a vu ce qui s'est passé en 2020. On a vu ce qui s'est passé en 2021. Et au point où il n'y a pas élection sur le terrain. Je crois que c'est avant que la population de Sava avait cette philosophie qu'on ne voulait pas. Attendez, je n'ai pas fini. C'est pas fini. Mais maintenant, là, il fait l'unanimité dans sa zone. Moi, je vois les choses contrairement à tel que vous êtes en train de voir. Aujourd'hui, la présence de Okunlola à Save continuera toujours de créer des tensions dans la région. Patrice Talon fait bien de l'envoyer loin et en promouvant un jeune qui peut faire l'unanimité. C'est ce que vous devez comprendre. Parce qu'il sait qu'un André Okunlola qui est même renié par même certains de sa génération à Save, si on amène un jeune, la preuve dans la région, Patrice Talon ne fait que la promotion des jeunes. Allez voir le préfet des collines. Allez voir quand le maire de Banté a été déchu, qu'il a remplacé un autre jeune. Donc, il travaille aujourd'hui à positionner rien que des jeunes dans cette région pour que ne serait-ce que la calmie qui revient d'abord déjà avant les élections et qu'en 2023, tout se passe normalement dans cette région. Et donc, c'est des questions sur lesquelles les acteurs politiques de l'opposition doivent pouvoir ouvrir les yeux et dire, ce monsieur, il prépare déjà le terrain, et nous ferons mieux de trouver des stratégies pour le contrer. Sinon, c'est ça, il était en train de dire que les LD, je parlais des LD, sinon les FCB aussi sont sur le terrain, au moins ils ont 3 ou 4 maires là, je pense qu'après il y a quelqu'un qu'on a destitué, je parle du cas de Paracou. Les LD doivent tout faire maintenant pour s'imposer et aller vers la négociation. Au-delà de tout, je l'ai dit tout à l'heure, on sait, ou bien l'autre dit, bon, lui ne sait pas, mais moi, je suis un peu l'actualité et je sais comment on a quitté le 6e pour venir là. Et dans son argumentaire, il a dit tout à l'heure, il a fait des concessions. Il a fait des concessions et il est arrivé à s'imposer au pouvoir qu'il a nommé comme le chef de file de l'opposition, conformément aux normes, parce que aussi pour être le chef de file de l'opposition, il y a des conditions. Il faut que ça soit clair. Il ne faudrait pas que les gens pensent que Paul Rompé est nommé comme on nomme un ministre sans concertation. C'est suite à des règles, il y a des conditions. C'est suite au résultat obtenu. Oui, il y a
aussi des lois pour être nommé. Oui, D'où des élections qui ont été un peu, qui ont été sur lesquelles ont été. Oui, mais au-delà de tout, vous devez les dés doivent reconnaître. tout faire, je le dis, les dés doivent tout faire. Au-delà de tout, en parlant de résultats, Paul Rompé a été aux élections, il y a eu des résultats, oui ou non? Aujourd'hui, là, parlant d'opposition, quel est le parti qui a le plus d'élus? Le plus d'élus, c'est Paul Rompé et son parti FCBE. Donc, au-delà de tout, il remplit les conditions pour être chef de file de l'opposition. Voilà, c'est vrai que cette condition n'est pas acceptée par tous les opposants, mais au-delà de tout, si on doit avoir un test qui régisse les pouvoirs, oui, mais au-delà de tout, on peut favoriser certains partis qui ont pu quand même facilement se présenter aux élections, pendant que d'autres ont été, qu'on le veuille ou pas. Quand on veut combattre un adversaire, on reste à côté de lui. On se sert des armes dont on dispose. L'arme que l'opposition a aujourd'hui pour combattre Patrice Talon, c'est Paul Rompé, chef de file de l'opposition. Il faut aller le voir, négocier avec lui, discuter avec lui, s'entendre avec lui. Si vous ne vous entendez pas avec lui, si vous ne vous entendez pas, rencontrer l'opposition. On va passer maintenant au cas guinéen. Merci. Si vous ne vous entendez pas avec lui, il fera ça. On passe au cas guinéen. Merci Laurent Tony Ikes. Merci Siaka Kochoni. On a que quelques 5 minutes encore. Avec Siaka Kochoni, donc le coup d'État en Guinée, oui, c'était pas prévisible forcément, mais c'est arrivé. Aujourd'hui, la CEDEAO, comme bien sûr à chaque situation pareille, sanctionne la Guinée pour quelle finalité? Une fois encore, une situation un peu confuse. Oui, la situation en Guinée est un peu épatante, c'est un peu étonnante, en ce sens que nous savons celui que les militants ont renversé. Il s'agit de Alpha Condé. Vous prenez l'Afrique aujourd'hui, c'est comme une habitude. La conscience est là comme quelque chose qui n'a aucune valeur. Si Alpha Condé, après avoir épuisé les 2 mandats, partait, on n'allait pas assister à ce que nous sommes en train d'assister aujourd'hui. Et je ne sais pas ce qui amène les Africains aussi. C'est vous-même qui avez accepté la Constitution. Vous jurez sur la Constitution que je ferai 2 mandats. Et c'est ça la Constitution. Vous finissez et vous tripatouillez la Constitution encore comme c'est un cahier de leçons. Vous tripatouillez et vous dites je vais faire encore un 3e mandat. Je crois que c'est tout ça là qui conduit à ça. Sinon, la Guinée n'avait pratiquement aucun problème après, comment on appelle, Dadis Camara et consorts. C'est cette tripatouillage de la Constitution qui a mené à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui en Guinée et dont on ne sait même pas quand est-ce que ça va finir. Lorsque vous quittez un peu, la comparaison n'est pas raison, c'est le cas de la Côte d'Ivoire également. Je ne sais pas ce qui gêne les chefs d'État africains. Maintenant, lorsque les chefs d'État-là, tripatouillent, lorsque ces chefs d'État, Laurent, lorsque ces chefs d'État-là, ce qui m'étonne ça, lorsque ces chefs d'État tripatouillent la Constitution, la CEDEAO ne dit rien. La CEDEAO ne dit jamais non, vous devez respecter la Constitution. On laisse tout. Et quand ça dégénère, le chef de l'État est renversé, c'est en ce moment que la CEDEAO... Oui, c'est quand même triste. Je crois que la CEDEAO et l'Union africaine, une fois encore, sont dans leur comédie. Pour moi, c'est de la comédie, pure comédie, parce qu'il faut appeler Chacha. Donc, un chef d'État qui... Non, ce qui me fait mal dans cette affaire, c'est quelqu'un qui a suscité assez d'espoir dans son pays. N'oublie pas qu'il a été un professeur qui a combattu tout le temps Lansana Conté, qui a dit qu'il pourrait faire mieux les choses pendant que Laurent Gbagbo du côté de la Côte d'Ivoire combattait Félix Houphouët-Boigny. Et le peuple a cru en lui. Et le peuple a cru en lui. Il a le pouvoir. En 2010, déjà, il faut rappeler qu'il avait gagné avec 59,5% en battant Cellou Dalein Diallo. Et puis en 2008, il avait gagné également. Et donc, en 2015, il avait gagné encore les élections, 57%. Et maintenant, en 2020, qu'il décide de faire un 3e mandat, contre toute attente, encore que lui-même avait dit à plusieurs reprises qu'il ne mesurait pas ses ambitions. Et puis, subitement, on le voit, a pu regarder à son âge, qui tripatouille une constitution, qui se maintient au pouvoir. Et ce qui fait bien, arrête les opposants, sans tête et met les gens en prison. Ce qui fait bien, c'est quelqu'un qui l'a proposé, qui a formé lui-même, pour réprimer les opposants. Pour empêcher Cellou Dalein Diallo de faire des manifestations. C'est retourné. Voilà, Mamadi Doumbouya, le même qu'il a mis pour
réprimer les opposants, c'est le même qui le dégage du pouvoir. Un légionnaire qu'il a ramené en 2018. Oui, qui le dégage du pouvoir. Ça doit servir de leçon. Vous vous imaginez à côté de chez nous ici au Togo, on a vu comment les élections, la dernière élection présidentielle au Togo a eu lieu. N'eût été la Covid-19 qui arrange fort, beaucoup ne le comprennent pas, parce que la Covid-19, la crise de la COVID-19 est venue dans un contexte où il y avait une tension politique en Côte d'Ivoire où Guillaume Kodjo disait toujours qu'il a gagné les élections. Et donc dans cette situation, le Togo fait partie des premiers pays à décréter l'état d'urgence. Pour empêcher que les gens sortent. Parce que ça les arrangeait en fait. Et ça permet de continuer d'arranger. Et ça fait que au fil du temps, Faure Gnassingbé, pour contenter sa population, prenait des décisions pour dire, prenez en charge tel coup, il prenait en charge tant. Donc ça l'a arrangé lui. Mais ça le guette encore parce que s'il continue à organiser les élections de cette manière, ça le guette. Et de l'autre côté, en Côte d'Ivoire, Ouattara aussi également, qui est resté là, qui nous a montré tout le temps qu'il est un démocrate, sachant qu'il nous rappelle qu'en fait, il n'y a pas de démocrate pour autant monter en Afrique, malheureusement. Je crois que ça doit servir de leçon. Sans oublier Paul Biya, qui est là, qui ne veut même pas. Il a transformé la présidence comme... Ça, c'est un cas majeur. Vous l'avez dit tout à l'heure. C'est un cas majeur. Je crois que l'alternance qui a été observée au Niger à côté il y a quelques mois avec Mamadou Sifou, qui malgré l'uranium, malgré le gaz de pétrole au Niger, a décidé de partir pour céder la main. Et puis même au Bénin, on a vu le général Mathieu Kékou parti au-delà de tout. On a vu Boni Yahi parti après 2 mandats. Boni Yahi n'a pas voulu réviser, même si dans les débats politiques on dit qu'il a voulu réviser. Ce qui est sûr, il nous a proposé quelqu'un qui l'a importé lui-même et qui n'a pas marché. Et quand on voit Mbalo en Guinée-Bissau, c'est des exemples. Voilà. Et quand on regarde tout ça, ceux qui veulent s'accrocher au pouvoir... Le Ghana aussi qui constitue le Ghana constitue un exemple aussi, mais là, la dernière élection, il y a eu un problème parce que ça a attiré de tous les côtés. Donc il faut travailler à ce qu'on ait des institutions fortes, plutôt des hommes aussi mentalement forts. Quand il dit des hommes forts, pas des hommes forts comme ça, des hommes mentalement forts, qui savent quitter les choses avant que les choses viennent. Et aussi l'autre débat aussi, même si on ne va pas amener ça aujourd'hui, oui, cette force africaine, les forces armées qui quand même de plus en plus réussit à faire des coups d'État sans effusion de sang. Oui, justement. Non. Du côté de la Guinée, on a entendu que des gens ont été exécutés dans le silence. On n'a pas encore tous les éléments. Ce qui est sûr, c'est vrai que ce n'est que l'entourage qui a été maîtrisé. Donc, avant, quand il y avait ces coups d'État, des citoyens perdaient la vie. Aujourd'hui, de plus en plus, il y a des coups d'État qui se font en douce. De la plus belle des manières, les chefs d'État qui veulent s'opposer à ça. En tout cas, chacun est bien situé. Ceux qui sont là, qui ont vu, ça a eu lieu au Mali, ça a eu lieu au Burkina Faso comparé par le passé, ça a eu lieu maintenant au Mali, ça a eu lieu en Guinée. Et progressivement, ça prend d'autres pays. Chacun de n'a pas prendre conscience de ce pays. C'est pour dire que ceux qui sont actuellement au pouvoir doivent se défier de dire je vais faire 3 mandats. C'est ce qu'on avait dit. Merci à vous. C'était le rendez-vous du Forum de la Révélation avec Issa Katosoni et puis Laurent Roland. Pour la semaine prochaine. Au revoir. Ciao, ciao. Bye.